Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fou de Sport, l'émission qui commente, analyse, décortique toute l'actualité du sport nantais. J'espère que je vais garder ma voix pendant les 38 minutes qui viennent. Une nouvelle salle, de nouveaux joueurs et toujours plus d'ambition. Pourtant, le HBC Nantes a manqué son début de saison. Pourquoi ? Que s'est-il passé ? Et comment l'équipe a redressé la barre sur ses derniers matchs ? Eh bien, on va revenir sur ces premiers mois de compétition dans un instant. Puis on va se projeter également sur le gros mois qui vous attend. Un mieux dans le jeu nantais qui est dû notamment à Matthias Schulz, impérial dans le but du H depuis quelques matchs. Est-ce que le poste de numéro 1 est remis en cause avec le retour de Goratskov qui va faire son retour dans l'effectif dans quelques semaines? Et bien on posera la question à l'un de nos invités, l'entraîneur de cette équipe, Thierry Anti. Bonjour. Bonjour. Avec lui sur ce plateau, le capitaine du HBC Nantes, Roch Félio. Bonjour Roch. Bonjour. Et également Gaël Louis, toute nouvelle venue dans l'émission. Bonjour à les journalistes indépendants. Bonjour. Bonjour. Et puis on reviendra également sur la première sélection de Nicolas Tournat en équipe de France et sur le rôle de plus en plus important du centre de formation du HBC Nantes. On commence par vos coups de cœur, coups de gueule. Oui, on y va, c'est parti. Coup de cœur, coup de gueule, et on va commencer, messieurs, si vous le voulez bien, par une dame. Gaël, coup de cœur ou coup de gueule? Un coup de cœur. Un coup de cœur et un super bon moment pour le NRB avec leur victoire contre Petch, et encore plus que la victoire, c'est ce premier carton qui a juste été complètement dingue. Basketteuse du Nantes-Basket, Basket, voilà, qui a été fou, une adresse à 3 points absolument ahurissante. On s'est vraiment régalé pendant un gros quart d'heure. Alors il y a des mauvaises langues qui diront que Petch c'est une équipe hors construction, mais c'était vraiment une victoire feel good dont elles avaient vraiment besoin parce qu'en championnat ça se passe un petit peu plus difficilement et ça fait 3 sur 3 points en Coupe d'Europe. Donc voilà, un bon moment. Thierry, coup de cœur ou coup de gueule? J'aurais envie de dire coup de gueule, mais c'est très personnel. Je vis très mal cette période du sport professionnel où maintenant on est obligé de construire une équipe pour l'année prochaine alors qu'on n'a même pas commencé quasiment la saison. C'est quelque chose que je vis très très mal pour plein de raisons. Je vois que c'est un peu partout dans tous les sports, c'est bien sûr dans les autres équipes de handball. Mais je trouve ça très déplaisant. Et ce matin, quand j'ouvre un peu Internet et que je vois telle équipe présente son équipe de l'année prochaine, ça me fait... Je me dis, mais où on est, quoi? Où on est? Roch, coup de cœur ou coup de gueule? Là, je vais avoir un coup de gueule aussi. Compte tenu des événements qui se passent, là, quand même, on peut pas y échapper. Donc, voilà, c'est vrai que c'est une période aussi un peu difficile pour tout le monde. Et voilà, parce qu'il y a, je vais être un peu vulgaire, il y a quand même quelques abrutis ou quelques cons qui dérangent une bonne partie de la population. Et comme dirait Jésus-Christ des inconnus, aimons-nous les uns les autres, bordel de merde. 8e après 9 matchs de championnat sans transition. Le classement du HBC Nantes peut surprendre quand on connaît la courbe de progression constante du club nantais ces dernières saisons. Un premier trophée en mars dernier avec cette Coupe de la Ligue, une 6e place en championnat, une qualification pour la 5e saison consécutive en Coupe d'Europe. Et puis un début de saison délicat. Regardez les résultats. Dans le Trophée des Champions, c'est 2 défaites face à Paris et Montpellier, on va y revenir. Et puis en D1, 3 victoires, 3 nuls, mais surtout 3 défaites consécutives contre Chambéry, Cesson et Saint-Raphaël. On est tenté de vous demander, est-ce que c'est le contre-coup de tous ces bons résultats des dernières saisons, Thierry, qui font que cette année, le début de saison a été un peu plus compliqué? Ça a joué, je pense, ça a joué, bien sûr, et c'est normal, c'est logique. Mais il y a eu aussi beaucoup d'autres paramètres qui sont rentrés en ligne de compte. Alors on va y venir, bien évidemment, dans un instant. Inconsciemment, est-ce que l'équipe ne s'est pas vue un peu trop belle, Roch, après ce premier titre en Coupe de la Ligue et puis les bons résultats de ces dernières saisons, et puis comme on disait, la progression constante? Non, je pense pas que l'équipe se soit vue trop belle. C'est aussi qu'à un moment donné, on a pas mal d'années qui ont été assez réussies pour nous. Et là, on a été dans une période un peu plus délicate. Donc, c'est sûr que ça a frappé un peu tout le monde. Mais voilà. Et après, il y a aussi d'autres équipes qui ont été meilleures que nous. Faut l'assumer. Et là, après, on a tenté de réagir du mieux possible par rapport à ça. Gaël, la décompression, on serait tenté de dire logique, finalement, après cette progression constante, où on arrive dans une nouvelle salle,
avec une nouvelle équipe. C'est une saison de transition finalement pour le H. Là. Ouais, on l'a beaucoup entendu ce mot-là, saison de transition. Moi, je garde en mémoire une chose, c'est que c'est une équipe finalement, à juste titre, Thierry le disait, qui n'a pas tellement bougé. Donc on a vu peu de joueurs arriver, mais c'est des joueurs aussi qui ne connaissaient pas du tout la LNH. Et au-delà du fait de s'intégrer à l'équipe, il a fallu eux aussi qu'ils s'adaptent à la LNH. Et ça va demander du temps, ça a demandé du temps. Et je pense que clairement, on a vu aussi ces joueurs commencer à émerger et à montrer un petit peu ce dont ils étaient capables sur les derniers matchs. Vous vous attendiez à cela, Thierry, en débutant la saison? Vous disiez que ça serait compliqué, justement, pour les raisons invoquées, là? Oui, je dois le reconnaître aujourd'hui, oui, mais c'est le problème, c'est la préparation. Déjà, on n'a pas fait une bonne préparation. Non pas que des préparations, j'en ai fait je ne sais pas combien, et en général plutôt réussies, mais quand on est sorti de la préparation, je me suis dit très honnêtement qu'on n'était pas prêt. Mais on avait le trophée des champions chez nous. Je pouvais pas véhiculer cette sensation. D'ailleurs, on a fait un très bon match, le premier match contre le Paris Saint-Germain, donc ça a masqué. Mais très honnêtement, je suis sorti mécontent de la préparation que j'avais imaginée autrement. Et voilà, par rapport à tout ce que j'avais pensé, ça n'a pas été comme je voulais. Et quelque part, on n'était pas franchement prêt à aborder la compétition dans les meilleures conditions. Alors regardez les changements justement durant l'intersaison, pas énormément mais des joueurs importants, on pense notamment à Makeda, Davis, Toumi de la Bretesh et Igor Anic un peu plus tard, courant septembre. C'est des départs difficiles aussi à remplacer ça, Gaël. On pense à un joueur comme Makeda. Oui, fatalement, Maké, c'était sur le terrain, c'était en dehors, c'est un personnage, faut dire ce qui est. Après... Maké, il n'a pas non plus fait une saison pleine et optimisée comme il le fallait, parce qu'il a quand même été blessé. Après, voilà, Maké, il peut faire basculer un match, et il l'a fait dans des moments ultra importants. Maintenant, aller demander à un Komogorov aujourd'hui de faire ça, c'est pas possible. Donc là, je pense que le manque, il se trouve ici. Il y a Balaguer aussi qui est arrivé, là, qui n'a été pas signalé. Et David, qui commence aussi à donner, lui, sur le terrain, quelque chose de très intéressant. C'était du poste pour poste? C'était ce que vous vouliez? Le recrutement, non, le recrutement, vous savez, vous avez toujours votre premier choix et puis il y a le deuxième choix. Mais là, quand on voit les listes des joueurs qui étaient là l'année dernière, à part Makeda qui pouvait peser sur un match, les autres joueurs n'ont pas eu du temps de jeu extraordinaire. Même si Mathieu de la Bretesh, par contre, nous a fait une deuxième saison vraiment de très très bon niveau. Ensuite, on avait Jordan qui a très bien commencé la saison. On a David qui est un joueur qui est très prometteur. L'effectif n'a quasiment pas changé. C'est sur le poste d'arrière droit, juste qu'on a eu ce petit souci. Mais on a surtout eu des joueurs blessés. Et on a eu un calendrier qui nous a proposé 3 matchs sur 4 à l'extérieur en début de championnat. On va revenir à ce trophée des champions avant de revenir au championnat. Ça a été la première déception pour vous en tant que joueur, le trophée des champions à Nantes, face à Paris, face à Montpellier. Ouais, une déception, je sais pas, parce que quand même, on joue le premier match contre Paris. Vous le perdez de 2 buts. Hein. Ouais, on le perd de 2 buts, mais on va pas se mentir, quand on reçoit le PSG, nous les joueurs, on n'est pas bêtes quand même, on sait la prépa qu'on a fait, on se dit bon, premier match Paris, il fallait surtout essayer de pas... à la base, on voulait pas en prendre une, quoi. Donc il fallait quand même être assez concentré et puis pour donner une bonne image de notre équipe à notre public. Et voilà, on s'en est assez bien sorti. Mais le trophée des champions, pour moi, ça restait anecdotique parce qu'en plus, on avait un deuxième match contre Montpellier le dimanche qui pour moi servait pas à grand chose et surtout qu'on jouait 3 jours après, on avait un déplacement à Aix assez compliqué et on se rend compte que ce premier match-là, souvent les premiers matchs, ça peut aider pour le championnat et ça peut constituer un bon départ. On a sauvé les meubles, entre guillemets, puisqu'on a fait match nul, mais c'était pas facile. Vous débutez par ce match à Aix, 34-34. Alors Gaël, ce qui a fait la force de ce HBC Nantes ces dernières saisons, c'est la défense. Se prendre 34 buts, j'imagine, Thierry, que vous n'étiez pas forcément satisfait du hand proposé par vos joueurs sur ce match-là, et puis le suivant, même s'il y a victoire également face à Créteil.
Non, je ne suis pas d'accord. Ce que j'ai mesuré très vite dans la préparation, c'est que vu le changement qu'il y avait eu dans l'effectif et vu qu'on voulait aussi faire évoluer le jeu, l'équipe s'est nettement projetée sur le jeu offensif. Et c'était très intéressant. Je veux dire, marquer 40 buts, ça peut être aussi très plaisant. Il y a eu un problème de déséquilibre. Mais complètement. Après, c'est ce qui s'est passé, justement. C'est que ça s'est fait au détriment de la défense. Donc, on est devenu très performant en attaque. On marquait des buts un petit peu de partout, de droite, de gauche, devant, derrière, en jeu rapide. C'était extrêmement intéressant. Mais on l'a fait, bien sûr, au détriment de l'aspect défensif. Et je l'ai toujours dit à ce moment-là, et longtemps encore, on n'avait pas trouvé notre équilibre entre les deux secteurs. 34 buts sur le premier match, 29 sur le deuxième. Vous, l'un des meilleurs défenseurs du championnat. J'imagine qu'il y a des doutes qui commencent à s'initier un petit peu. Ah, bien sûr, parce que de toute façon, on savait très bien dire, voilà, le premier match. Comme j'ai dit, le premier match, franchement, c'est assez important parce qu'il y avait déjà eu des surprises et je reste persuadé que voilà, on avait manqué un peu de physique parce qu'on venait quand même de livrer 2 matchs de Montpellier et Paris en 2 jours quand même. C'est assez dur et on avait manqué un peu de physique pour battre Aix parce que je pense que ça aurait pu être un déclic et bien commencer par une victoire, un championnat quand même encore plus avec une équipe nouvelle, jeune. Ce qui vous était arrivé les saisons précédentes. Voilà, c'est toujours un peu ça conditionne aussi un peu le début de saison et après contre Créteil, on avait fait un bon match mais bon à la fin, c'était 10 minutes avant la fin, c'était plié déjà. 40-29, oui, voilà, c'était plus ou moins plié. Et ça aussi, ça nous a mis un peu. Voilà, on s'est un peu trompé. Moi, à mon avis, on s'est un peu trompé. Est-ce qu'on s'est cru une équipe trop offensive, j'en sais rien, mais il fallait quand même un peu revenir aux bases. Et après, des fois, quand tu pars sur quelque chose que tu ne maîtrises pas spécialement, après, pour revenir à tes bases, c'est un peu plus compliqué. Après, c'est compliqué parce qu'il y a 3 matchs, on le disait tout à l'heure, 3 défaites consécutives, 93 buts encaissés. C'est là la défense qui bat de l'aile. On n'avait plus l'habitude de voir un H encaisser un nombre de buts incroyable comme ça, Gaëlle. Et c'est pas ce qu'on disait, cet talent naturel offensif qu'ils ont eu. Le problème, c'est que quand ça a commencé à s'enrayer, l'ADN nantais est très, très défensif par rapport à ça. Et on s'est rendu compte que, moi, c'est vraiment contre Cesson que ça m'a frappé le plus. Ils étaient perdus à un moment donné. Les images de Saint-Raphaël. Hein. Ouais. Et ça a été terrible de voir que le puzzle, il n'arrivait pas à se mettre en place au moment où il le fallait, parce que la défense, ça reste salvateur pour cette équipe et pour toute équipe qui veut s'en sortir, surtout contre une équipe contre Saint-Raph, ou en pleine réussite contre Cesson, parce qu'ils ont été irrésistibles. Alors une équipe qui devient offensive, mais défensivement, comment on peut perdre les automatismes en un été non, mais en fait, c'est la même équipe, c'est quasiment la même équipe qui, 2 jours avant, avait réussi à tenir Paris à très peu de buts. Ouais. Et après, voilà, faut l'équipe jeune aussi, des nouveaux joueurs. Et quand tu commences pas par des victoires, à un moment donner, c'est compliqué. C'est compliqué. Et je pense que c'était aussi pas mal une question de confiance aussi. Et puis de retrouver un peu nos qualités. Mathias avait été blessé aussi. Avant, il avait repris juste 1 ou 2 jours avant Paris, donc il a dû. Le gardien. Mathias Schultz. Ouais. Après, on a eu quelques soucis à ce niveau-là, mais je pense qu'il a fallu aussi que tout le monde reprenne conscience que fallait remettre le bleu de chauffe, quoi, tout simplement. Alors au soir de Saint-Raphaël, vous vous rappelez ce que vous avez dit, Thierry Anti ? Vous étiez au fond du trou ou pas loin. Écoutez ce que vous disiez. Ce soir, je suis complètement désarmé. Est-ce que c'est une équipe en plein doute ? Est-ce que le message ne passe plus ? Je ne sais pas. Je suis aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, c'est très, très difficile. Très, très difficile. Et c'est sûr que là, j'espère qu'on a touché le fond. Qu'est-ce que vous vous dites ce soir-là, Thierry ? Non, je me dis justement qu'on va remonter parce que quelque part, là, on est descendu bas et je pense que les 3 matchs sont différents. Je crois que le mal, il est vraiment venu du match à Chambéry. À Chambéry, pour gagner et faire un résultat là-bas, ce qu'on n'a jamais fait, il fallait avoir une très bonne défense et avoir un engagement total. Et ce jour-là, on a eu ni l'un ni l'autre. Après, contre Cesson, ça a été dit, je crois que Cesson a fait un très bon match. On n'a pas eu non plus ce jour-là les arrêts de gardien nécessaires qu'il faut aujourd'hui dans le handball de haut niveau. On perd de peu, finalement. Voilà. Après, contre Saint-Raphaël, ce qui m'a fait mal, c'est la première mi-temps, qui était très faible. Très faible. Ouais. La deuxième mi-temps a été bien plus intéressante, mais de mémoire, et c'est pour ça que je suis abattu, là,
Quand je revois les images, je me rappelle très bien, je revois les images, les pertes de balles incroyables qu'on a fait contre Saint-Raphaël. Et ce jour-là, pour moi, Saint-Raphaël était largement prenable. C'est ce qui, je le dis très honnêtement. C'était plus le HBC Nantes qu'on connaissait clairement sur ce match. Non, ils étaient, voilà, c'est exactement ça. C'est méconnaissable à pas voir l'identité réelle de cette équipe s'affirmer sur un terrain et contre un adversaire en plus qui historiquement ça a toujours été très disputé. Et les Raphaëlois le disaient encore au sortir du match. Ils disaient on n'aime pas venir à Nantes. C'est peut-être le changement de salle finalement qui fait que voilà. On va y venir parce que ça a peut-être joué aussi pour vous. Les observateurs à ce moment-là commencent à pointer du doigt un petit peu les recrues. Est-ce que vous aussi, vous avez des doutes à ce moment-là sur les joueurs que vous avez pu faire venir ? À ce moment-là, je dis bien. Non, mais parce que, bon, déjà, je pense parler du recrutement. On a dit l'équipe n'a quasiment pas changé. Éventuellement, ce qu'il nous fallait trouver, c'était un remplacement à Makeda. Mais est-ce que ces 4 joueurs-là qui sont arrivés... Oui, c'était pour étoffer l'effectif. Et je ne vois pas pourquoi on attend de ces 4 joueurs-là qui transforment fondamentalement un effectif dans lequel il y a Alberto Entrerios, Roque Felio, Mahmoud Garbi, Nicolas Clerc, Goratskov, Valero Rivera. Je ne vois pas où est le souci. Si les gens pensaient que les 4 recrues qu'on avait fait étaient là pour nous faire monter d'un cran, alors je pense qu'ils ne connaissent pas bien le handball. Est-ce que malgré tout, vous avez douté un petit peu ? Parce qu'on a vu, par exemple, que Théodoro est monté en puissance, Balaguer la même chose, Salinas également. Oui, mais si j'ai recruté ces joueurs, c'est que j'aurais quand même trouvé quelques qualités. Mais ce qui était sûr, c'est que je ne pouvais pas attendre de ces joueurs de 23 ans, qui sont pour moi des joueurs en devenir, qu'ils apportent immédiatement quelque chose de très haut niveau, quoi. Pour moi, ça n'a jamais été le problème. Par contre, les gens se sont beaucoup focalisés là-dessus. Mais je pense que les gens n'ont peut-être pas tout compris. Et peut-être même certains, il y en a qui ne comprennent pas grand-chose. Vous avez craint, à ce moment-là, on va y revenir, vous avez craint à ce moment-là, Roque, ou pas ? Bien sûr, franchement, je vais être honnête. On a fait, je sais pas, on avait perdu 3 ou 4 matchs. 3 matchs. Ouais, on a perdu 3 matchs d'affilée. On était un peu, pas en crise, mais c'est dur d'aller à l'entraînement et puis tu sais que, parce qu'on est, puis tu sais que t'as perdu et puis. Et vous n'aviez pas l'habitude de ça, surtout. Bah ouais, bien sûr. Et puis après c'est aussi c'est l'apprentissage de toutes les équipes. Il y a des moments où on a été dans le dur. Et puis on a serré les dents pour retrouver la surface parce que c'était un peu, je vous assure que c'était difficile. C'était dur quand même. Le groupe est resté soudé malgré tout. Il y a eu des dissensions un petit peu entre des joueurs où ça a été compliqué. Après voilà, c'est un sport d'homme, on a des caractères quand même, mais bon, après, on sait que le plus important, ça reste l'équipe et que le plus important, c'était que chaque joueur, à un moment donné, il fallait que chaque joueur élève son niveau de jeu, tout simplement, pour ne pas se cacher derrière telle ou telle excuse. C'est nous qui sommes sur le terrain et à un moment donné, chacun doit prendre ses responsabilités, tout simplement. Le départ d'Igor Anić, dans cette période, vous a surpris ? Ça s'est fait très rapidement. Ça s'est fait très rapidement et très honnêtement, on ne pouvait pas faire autrement. Ni pour lui, ni pour nous, c'était pas possible. C'était pas possible. Donc je pense que c'est arrivé très vite et les décisions ont été prises en très peu de temps. Et finalement, tout le monde était satisfait. Enfin, satisfait. Tout le monde était d'accord sur la démarche à suivre. Donc en fait, on n'a pas eu le temps de cogiter, comme on dit. Alors il y a les nouveaux joueurs, les 4 nouveaux joueurs, plein de nouvelles choses à maîtriser, et notamment cette salle de la Trocardière. Est-ce que ça a été compliqué, Roque, aussi ? Est-ce que ça intervient dans ce début de saison compliqué, une nouvelle salle ? Alors, toujours le même public, mais... Ouais, je pense que se cacher derrière ça serait un peu faible de notre part, à mon goût. Hein, ça change beaucoup par rapport à Beaulieu ? Là, on a la chance d'avoir une belle salle où, dans notre vestiaire, quand il n'y a pas d'eau quand il pleut, ça change. Ouais, il y a du chauffage, on peut s'entraîner en t-shirt, il fait bon. Non, mais on a la chance d'avoir un outil qui nous est destiné et franchement, c'est quand même c'est super bien. Au contraire, ça doit être une vraie force, on doit se servir de ça. Après, il a fallu retrouver les repères quand même. Thierry, c'est différent d'entraîner à Beaulieu et d'entraîner là ou c'est... Oui, comme a dit Roque, c'est différent, mais c'est nettement mieux. C'est nettement mieux, donc on ne va pas se plaindre. Non, mais je crois que toute nouvelle salle, elle a besoin aussi de vivre des événements, de se construire une histoire. Et c'est bien sûr, c'est les sportifs qui vont le faire. On aurait aimé être invaincu
à la troque dès le départ. Mais bon, on a joué le Paris Saint-Germain. Voilà, non, je crois qu'on est très content d'être là-bas et ça, c'est pas du tout une excuse, pas du tout. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec les difficultés qu'on a eues. Vous au sentez contraire. Chez vous On est bien là-bas. Et définitivement. Définitivement. Vous sentez chez vous. Ouais. Ouais, Roch. Oui. Bah ouais, non, carrément. Franchement, il y a que, en plus, il y a que notre club, il y a que nous. Donc c'est quand même. C'est très agréable. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup dans pas mal de villes, dans pas mal de clubs, je crois qu'ils aimeraient bien être à notre place. Alors le premier déclic, on va dire, pour cette équipe du H, c'est face à Toulouse, un match nul 26 partout. Vous décrochez l'égalisation en toute fin de rencontre. Est-ce que ça vous a empêché de sombrer? Parce qu'une nouvelle défaite là, oui. On s'en souvient un peu, ça aurait été catastrophique pour le H, Thierry. Oui, tout à fait. Je crois qu'on a eu la possibilité de gagner cette partie, mais Toulouse a fait un très bon match, a toujours été présent. Et à la fin, c'est nous qui sommes venus arracher ce match nul, oui. Et je crois que ça nous a fait beaucoup de bien, oui. C'était peut-être qu'un point de prix à domicile, mais c'était un point très précieux. Alors ensuite, il y a les matchs face à Chartres, la victoire, puis face à Tremblay, mais surtout la qualification pour le Final Four de la Coupe de la Ligue. Vous allez pouvoir défendre votre titre, ce sera au mois de mars. C'est le vrai match référence, Gaëlle, ce match face à une victoire 33-23, très nette face à Chambéry. Ah, et puis ça a été un pur régal de A à Z, parce que là, il y a tout qui a tourné. Déjà, Mathias qui a été extraordinaire, ça aide beaucoup. On va en parler dans un instant. Voilà, et puis une équipe qu'on a vue en plein soleil, quoi, dans tous les secteurs de jeu. Donc, ouais, et puis Chambéry qui a eu la tête sous l'eau très rapidement. Donc voilà, derrière ça, il y a aussi l'effet Coupe de la Ligue. Je pense que quand on est tenant d'un titre, Roch ne me contredira pas là-dessus, c'est même plus un surplus de motivation, quoi. On a un bébé à défendre, donc voilà. C'est le match référence, clairement, Roch, celui-là, qui lance véritablement votre saison, finalement. En même temps, parce que la crainte, c'est que c'était juste avant une trêve, donc ça, c'est toujours un peu compliqué. Mais voilà, non, mais comme j'ai dit, on a un peu fait le dos rond, parce que sur on a fait 3 victoires de suite. C'était quoi 3 matchs sans défaite. Toulouse, Chartres et Tremblay. Voilà, même si c'était sur le papier les 3 derniers les moins bien classés. Mais voilà, on avait surtout besoin de reprendre confiance, de gagner ça. Je pense la confiance, c'est pour beaucoup. Et après, contre Chambéry, Mathias, il avait été... On va revoir certains de ces arrêts. 6 pénaltys sur 7 arrêtés. C'était chaud quand même. Ça ne se voit jamais, ça, dans les matchs de hand. Je n'en ai pas souvenir, non. Je n'ai pas souvenir. Là, qu'est-ce que vous vous dites et comment lui réagit? Qu'est-ce qu'il vous a dit après? Il était au-dessus de... Non, je pense que Mathias est un gardien qui voilà, c'est son style. Parce que c'était compliqué en début de saison et puis l'année dernière également. Oui, mais c'est son style. Mathias est un gardien qui est capable de vous faire gagner un match. Il a déjà fait. Après, peut-être que Mathias a plus de mal à rester régulier sur une saison. Mais on le sait, et c'est pour ça que je l'avais pris comme numéro 2. Mais là, il a fait une partie extraordinaire. Mais c'est vrai que c'était très symbolique pour nous, parce que quelque part, je le répète, le début de nos malheurs, c'est la défaite à Chambéry. Donc quelques temps après, de revenir corriger Chambéry à la maison, c'est un signe. Ça a été pour nous très fort psychologiquement, oui. Alors un mot également sur ce match face à Montpellier. 28-28, ça ressemble un peu à une défaite finalement, parce que vous meniez de +6. Et puis il y a ce litige, ça en est où justement? Un joueur qui marque du côté de Montpellier et qui n'était pas sur la feuille de match. Est-ce que le HBC Nantes peut avoir ce match gagné sur tapis vert? Thierry, Roch. Il faut demander... En tous les cas, oui, vous vous accrochez à ça. Bon, on s'accroche à ça. Déjà, ce que je voudrais dire, c'est que je pense que ce match, on méritait de le gagner. On a eu quand même des décisions arbitrales extrêmement discutables contre nous. 2 minutes dans les dernières minutes de jeu. Il faut quand même avoir le cran de le dire. C'est sûr que derrière, il y a une réclamation qui a été posée, parce qu'il y a eu une grosse faute de la part du club de Montpellier sur la feuille de match. Il me semblerait logique qu'on récupère le point que quelque part, on ne nous a pas donné de différentes façons. On rappelle le score, 28 partout. Mais on ne peut pas savoir, puisque finalement, c'est une commission qui va statuer. Et voilà. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, Montpellier a joué avec 15 joueurs. Ça n'existe pas dans le handball. C'est 14 normalement. Oui. Et en plus, il a marqué un but. Le joueur marque. Alors, je vois pas comment on pourrait pas avoir gain de cause. À mon avis, là, ce serait quand même... ça pourrait faire une belle jurisprudence quand même.
Eh ben, on suivra ça de très près. Regardez le programme qui vous attend parce qu'il est chargé également, ce programme, sur le prochain mois, avec des déplacements en LNH à Ivry, à Nîmes, à Saint-Raphaël, les réceptions de Dunkerque, du PSG, et puis la Coupe d'Europe qui commence également à Nexe, c'est bien ça, les Croates. Justement, quels objectifs est-ce que Gaël Nantes peut jouer sur tous les tableaux cette saison ? Très honnêtement, déjà passer ce tour-là pour rentrer dans le vif du sujet de la Coupe d'Europe. C'est dès samedi. Hein. Ouais, et c'est une évidence qu'il faut que ça passe parce que cette équipe-là, il faut qu'elle se révèle aussi au niveau européen. Et après, quand on voit ce qu'ils sont capables de faire, ils l'ont montré, on parlait de Chambéry, je vois pas en quoi la Coupe d'Europe peut être un frein à ça. Ça peut être même un moteur supplémentaire, j'en suis persuadée. Les objectifs, messieurs, clairement. Le championnat parce que c'est le pain quotidien, la Coupe de la Ligue parce qu'on est tenant du titre. Donc les trois, et la Coupe d'Europe également, Thierry ? Oui, toujours. Mais vous l'avez dit au début du reportage, c'est que c'est un club qui n'a cessé de grandir. Et à un moment donné, il peut y avoir des périodes un peu plus difficiles dans l'histoire d'un club, il faut l'accepter. Des fois, c'est même mieux, c'est pour repartir, pour rebondir encore plus haut. Notre objectif est d'aller en Ligue des Champions, on le sait. Mais c'est les 2 premières places. C'est très difficile dans notre championnat. Surtout quand il y a Paris. Mais c'est sûr que nous, on jouera. C'est sûr que. Mais oui, mais exactement. Et c'est sûr que pour nous, on jouera sur tous les tableaux. De toute façon, je l'ai toujours fait ainsi. L'équipe m'a toujours suivi aussi dans. Enfin, je pense. M'a toujours suivi dans cette façon de voir les choses. On ne peut pas faire de calcul. Alors, on le disait tout à l'heure, Matthias Schulz fait. Un match formidable face à Chambéry, un très bon match également face à Montpellier. Il vous surprend, malgré tout, dans cette période-là précise, parce que vous disiez que vous l'aviez pris en tant que numéro 2, parce que vous doutiez de sa capacité à être constant sur toute une saison. Non, Est-ce qu'il vous surprend? Non, mais c'est parce qu'une paire de gardiens, il faut voir comment on l'a choisi. Est-ce que c'est des gardiens complémentaires? Est-ce que c'est des gardiens techniques différentes? Est-ce que c'est 2 gardiens qui sont du même niveau qui vont être en concurrence? Mathias, oui, il est venu remplacer Marouane Magaïez. Je me souviens bien, ça s'est fait très tardivement. Hein. Voilà. Mathias, aujourd'hui, oui, c'est le gardien numéro 1 du club, mais Skov va revenir de blessure. Et ça ne veut pas dire que l'année prochaine, il n'y aura pas d'autres gardiens à Nantes. D'ici la fin de saison, puisque Skov va revenir, est-ce que c'est aussi clair dans votre tête? C'est-à-dire Skov numéro 1, Matthias Schulz numéro 2, ou est-ce que ces bonnes performances vous font dire que ça pourrait changer, ou que la concurrence est un peu plus forte qu'avant la blessure de Skov, qui est absent depuis 3 mois, hein, il s'est fait opérer du coude? Oui, mais je n'ai pas l'impression d'avoir toujours considéré Skov comme uniquement un numéro 2. Je crois que déjà l'année dernière, il a commencé des matchs, il nous a fait gagner des matchs ultra importants. Je me rappelle de la Coupe de France ici contre Montpellier, je me rappelle du match à Paris, je me rappelle du match à Cesson. Je veux dire, Mathias a déjà fait de très hautes performances. Alors au début, c'est vrai que c'était Skov numéro 1 et Schulz numéro 2, mais moi, je ne m'arrête pas à ce genre de considération. C'est le meilleur qui joue en premier et voilà. C'est pas un casse-tête pour vous, finalement? Non. C'est bien d'avoir plein de bons gardiens comme ça. Oui, c'est toujours mieux, mais je pense qu'est-ce qui pourrait dire le contraire? Je le dis, dans le sport aujourd'hui, dans le handball de très haut niveau, on ne peut pas exister si à un moment donné, les gardiens ne font pas une partie, c'est sûr. Comment vous expliquez justement que les gardiens vous fassent gagner des parties là, ces derniers temps, alors que ce n'était pas forcément vrai l'an passé ou sur ce début de saison? Roch? Non, mais ils nous ont... Je veux dire, ouais, comme Thierry l'a dit, maintenant les gardiens, c'est le poste primordial, encore plus avec le handball actuel. Les gardiens, ça te fait... un gardien, à lui tout seul, il peut te faire gagner un match, clairement. Alors c'est sûr que quand ils sont en chauffe, comme contre Chambé, il y a très peu de chances que tu perdes quand même. Mais après, il faut essayer de trouver un juste milieu. Moi, j'ai une relation un peu particulière avec mes gardiens, parce que moi, je fais que de la défense. Donc, c'est aussi aux joueurs un peu de s'adapter aussi, parce qu'à un moment donné, Mathias, il a eu une période un peu plus difficile. Mais justement, on est une équipe, donc c'est à nous d'aider un peu pour qu'il retrouve un peu plus ses repères. Après, voilà, je trouve que voilà, on a la chance d'avoir des bons gardiens, et voilà, faut essayer de les mettre dans les meilleures dispositions possibles pour qu'ils continuent à nous faire gagner des matchs. Ouais.
Et dans tout ça, le troisième gardien, Benoît Salmon, il intervient comment? Julien, il intervient comment? Il y a eu Robin Cantogrel aussi. Je pense que les deux ont essayé de nous aider au maximum. Ils essaient encore de nous aider au maximum, mais très honnêtement, c'est encore plus difficile pour un jeune d'obtenir une place en première ligue. Ils apprennent beaucoup. Oui, ces deux jeunes gardiens auprès de. Mais bon, c'est pas ça. C'est pas ça encore. Est-ce que c'est une marque de fabrique, justement, pour le HBC Nantes, d'avoir de bons gardiens? Ou est-ce qu'en tout cas, c'est votre souhait de former des bons gardiens? Non, mais je ne veux pas différencier là. Enfin, je ne veux pas dissocier, pardon, c'est pas différencier, c'est dissocier la défense avec le gardien de but. Moi, ce qui m'importe pour voyager, pour avoir des performances, c'est d'avoir une bonne défense. La bonne défense, c'est aussi tous les joueurs qui sont drivés par Rock et le gardien en plus, et les choix qu'on peut faire tactiques. Donc, je vois la défense dans son ensemble et les gardiens font partie de ça. Même si on sait qu'à un moment donné, dans une partie, si le gardien ne fait pas un minimum de 30% d'arrêt, on va avoir du mal à gagner. Alors la marque de fabrique, la vraie, cette fois-ci pour cette équipe du H, ce sont les jeunes. Regardez cette saison. Dans l'effectif professionnel, ils sont 5 joueurs à être issus du centre de formation. Salmon, Niateux, Delcroix, Camarero, Tourna. Vous m'arrêtez si j'en oublie. Il y a Lagarde également. Ah oui, Lagarde, oui. Lorsque vous êtes arrivé ici, c'était l'objectif d'avoir beaucoup de jeunes. Vous êtes arrivé en 2009, si ma mémoire est bonne. Il n'y en avait pas, ou quasiment pas. Il y avait de la Bretèche. Paul Mouriou. Mais Paul Mouriou est arrivé en équipe 1 aussi. Il y avait Andy Pijulet. C'était vraiment l'objectif de faire venir ces jeunes. Ça a été écrit dans les projets du club. D'abord parce que je suis un entraîneur qui est très sensible à la formation. J'ai toujours participé dans les clubs où j'étais à ça, que ce soit à Créteil, à Paris ou ailleurs. Donc il était marqué avec le président. Et comme en plus je travaille en étroite, vraiment très étroite collaboration avec Grégory Cogent, qu'on voulait. Votre entraîneur adjoint également. Oui, on va dire qu'on travaille ensemble parce qu'entraîneur adjoint et les directeurs du centre de formation. Ce que je peux vous dire, c'est que Grégory et moi, on travaille ensemble sur les 2 effectifs finalement. Ça, c'est le plus important pour le club. Ça, c'est le plus important. Et donc, on a quoi comme objectif? Quelque part, au départ, c'était d'avoir 40% de l'effectif professionnel issu du centre de formation. Ensuite, deuxième objectif, c'est d'avoir des joueurs qui soient sélectionnables pour l'équipe de France jeune. Oui. Après, Grégory, je savais bien, avait un objectif plus fort encore qui a été exaucé, c'est de sortir un jeune joueur pour l'équipe de France A. Donc ça, la sélection de Tourna a été pour le club, pour Grégory et pour beaucoup de monde et pour l'équipe, je crois. On va y revenir dans un instant, justement, sur cette sélection de Tourna. Vous vous attendiez à ce qu'il y en ait autant, si vite? Je crois que les choix ont été bons. Je crois que surtout, on est aussi... Bon, là, je veux pas comparer avec les autres clubs ou me comparer à d'autres entraîneurs, mais on a vraiment cette envie de travailler ensemble. L'équipe professionnelle avec les jeunes du centre de formation, et je crois que Rock peut en parler de ça. C'est pas le cas dans tous les clubs. Et je crois que ça aide beaucoup à l'intégration de ces jeunes joueurs dans le plus haut niveau. Rock? Ouais, non, mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir pas mal de jeunes joueurs et voilà qui viennent du centre, mais bon, ils s'entraînent quand même assez. La plupart, tous ceux qui jouent avec nous là maintenant. Voilà, Tourna, c'est sa première année pro, mais ça doit faire 1 ou 2 ans qu'il joue avec nous. Obé, ça fait 4 ans qu'il est là. Jordan, c'est pareil. Ils ont été très bien intégrés aussi parce que c'est très tôt, très jeune, et puis c'est parce que c'est la politique et la philosophie du club. Après, faut aussi ce qui est bien de leur part, c'est que ceux qui réussissent, c'est qu'ils ont compris assez vite ce qu'ils doivent faire et qu'ils y mettent, ils font tout ce qu'il faut pour. Il y a un discours commun avec Grégory Cogent. Oui, bien sûr. Non, mais de toute façon, là-dessus, j'ai toujours fonctionné comme ça, donc il n'y a pas de doute. Mais ce que je veux dire aussi par rapport à l'efficacité du centre de formation, c'est que l'équipe a monté son niveau, l'équipe professionnelle.
Donc on pouvait supposer qu'il serait de plus en plus difficile d'intégrer des jeunes issus du centre de formation. Sauf que dans le recrutement et dans la formation des jeunes qu'on a eus, ça a suivi la même courbe. Ce qui fait qu'on a sorti, aujourd'hui, on sort des bien meilleurs jeunes qu'on a pu sortir il y a 2, 3, voire 4 ans. Mais c'est aussi parce qu'on a attiré aussi plus de profils intéressants. Et puis parce que, tout simplement, le centre de formation de Nantes a fait ses preuves au niveau national. Avec une première sélection en équipe de France A, Nicolas Tournat, écoutez ce qu'il nous disait au soir de la qualification en Coupe de la Ligue et juste avant de goûter au maillot bleu. Écoutez. C'était mes objectifs à moi. C'est vrai que c'était plus, je le voyais un peu plus tard. Enfin, c'était pour moi, je le visais un peu plus tard et là c'est tombé comme ça à cause d'une blessure. Donc c'est une chance, donc je vais tâcher de la saisir et voilà quoi. Je suis vraiment super heureux. Super heureux. Beaucoup d'émotions pour vous aussi quand on vous en a parlé ce soir-là. Je me souviens, c'était beaucoup d'émotions, Thierry. Ben, je pense que c'est très fort symboliquement pour le club. Je pense que c'est très fort. D'abord, en plus, lui, c'est un gamin qui est vraiment attachant, qui est sérieux, qui est drôle. On rigole, dès qu'il parle, on rigole. Mais par rapport à tout le travail qu'a fait le club, tout le travail qu'a pu faire le centre de formation, Grégory Cogent et je dirais même les professionnels, on se met complètement dedans. Nicolas ne serait pas aussi bien intégré dans l'équipe pro, il n'aurait pas pu montrer tout ce qu'il a montré et choper l'équipe de France A. Ouais. Et là en plus, ça n'a rien à voir, c'est pas difficile, mais au moment donné où on perd notre pivot international, on en a un autre qui est appelé par l'équipe nationale. Donc quelque part, il y avait plein de choses qui étaient pour l'ensemble du club extrêmement positif, quoi. Un dernier mot, c'est le chef de file d'une jeune génération. Est-ce qu'une équipe du HBC Nantes, composée que de joueurs issus du centre de formation, c'est votre rêve, ça, ou pas, Thierry Anti? Est-ce que c'est possible, déjà? Non, mais Roch ne va pas être d'accord. Roch ne va pas être d'accord. Non, mais est-ce que c'est réaliste, ça? Je sais pas. Mais déjà, quand on a mis la barre... Avec Roch, on va garder Roch, alors. Non, mais quand on a mis la barre à 40% de joueurs professionnels de l'équipe du H issus du centre de formation, c'est énorme. C'est énorme. Et on y est quasiment, mais c'est énorme. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. On le rappelle, le rendez-vous sur le terrain, c'est Ivry, demain soir, ce mercredi, pour la nouvelle journée de LNH, la 10e, si je ne m'abuse. Merci à tous les trois d'être venus sur le plateau de Fou de Sport. Merci également à Nico, Dany, Julien, Glenn. On se retrouve jeudi pour Fou de Foot. On parlera FC Nantes, bien évidemment. Avec Yacine Bamou, normalement, si vous voulez venir le rencontrer, il sera à la boutique du FC Nantes à 15h. On enregistre cette émission. Merci à tout le monde. Et puis, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau Fou de Sport. Salut.